Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Emma. Et je m'appelle Colin. C'est un podcast où on reçoit des personnes super intéressantes et qui ont des formations pour leur poser des questions weird et un peu bâtées. Ils ont des formations pour qu'on leur pose des questions weird. C'est nice. Mais non, mais c'est bien. Mais des personnes qui ont des choses à dire, mais on les fait parler sur des questions un peu absurdes et abstraites des fois. Et aujourd'hui, on reçoit Xavier Savard-Fournier. Qui est a.k.a. Raton, qui est mon cousin. Soyons transparents, c'est mon cousin. Mais c'est aussi un journaliste qui a une maîtrise en migration internationale, ou je ne sais pas exactement c'est quoi le terme en français, et qui vient de passer 2 mois aux États-Unis pour sillonner les États-Unis en train pendant la dernière campagne américaine. Et C'est un projet qui s'appelait l'Amérique Express. Il avait sorti un podcast, des entrevues avant, puis il faisait des chroniques dans différents médias pendant la campagne. Et ouais, donc c'est là-dessus qu'on l'a questionné aujourd'hui et on se demandait est-ce que suite aux élections, est-ce qu'il va y avoir des migrations de masse d'Américains qui vont venir immigrer au Canada parce que le résultat des élections fait pas leur affaire? On entend tout le temps ça, des gens qui disent ah ouais, mais si c'est telle personne qui gagne, je vais juste déménager ou je vais aller au Canada. On entendait ça en 2016, on entendait ça dernièrement. Fait qu'on se demandait si tu concret, ça va-tu arriver, puis il faut-tu qu'on bloque les démocrates pas contents qui veulent venir immigrer au Canada. J'ai vraiment l'air d'un asshole en début quand je dis on devrait-tu construire un mur, puis comme pourquoi tu veux construire un mur? C'était vraiment juste pour la blague que je dis qu'on devrait construire un mur à la frontière canado-américaine. Et ils seraient contents parce qu'ils pourraient boire plein de café limo, les démocrates, s'ils venaient. Tu penses? Oui, ça se vend pas encore aux États-Unis, Non, malheureusement. mais non, c'est À super cause des local. À cause des tarifs de Trump, ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher le Café Limo. Nous, on est commandité par Café Limo, qui est un café froid mélangé avec de la limonade qui est complètement délicieux. Et on est aussi commandité par Eros et compagnie, qui nous donne des jouets sexuels. Et on a un but dans l'épisode, c'est de dire soit vibrateur ou dildo à nos super experts. C'est très gênant. Oui, je déteste cette entente commerciale dont tu as eu l'idée. J'adore Eros et compagnie, mais Je déteste dire dildo. je déteste dire dildo à des gens intéressants. C'est mon cousin, mais oui. C'est moins pire. Des fois, c'est vraiment gênant. C'est moins pire. Bonne écoute. Je pose la question directement? Est-ce qu'on va dire que vous êtes cousins ou pas? Je pense qu'on va le dire dans l'intro, mais Ben, là, c'est ça, là, je on suis l'a surpris dit, que tu m'aies pas appelé raton. En fait. Oui. Moi, j'ai demandé si je pouvais t'appeler raton. Non, moi, je le dirais tout de suite. Là. Ça reste un petit peu dans la famille quand même, mais je suis quand même très heureux de l'invitation. Je pense qu'on m'invite pour mon côté professionnel Oui, quand même. Beaucoup 100%, 100%. Mais très content que tu sois le raton oui. quand même. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va avoir une immigration massive d'Américains qui vont fuir Trump? Est-ce qu'il faudrait qu'on construise un mur à la frontière canado-américaine pour éviter Ben déjà, si on masse construisait un mur à la frontière, je pense que ça plairait à Donald Trump, là, qui serait très heureux de finalement qu'on fasse la job pour lui. Si on le fait pas, il risque de le faire lui-même. Hein. Puis là, on l'a vu dernièrement avec toutes les discussions sur les tarifs, tout ça. Nous, on a un peu esquivé toute cette question-là, vraiment des murs, de la surveillance. Ça existe, là. Je veux dire, j'ai été au chemin Roxham il y a 2 ans, j'étais au chemin Roxham l'an passé. Il y a beaucoup de surveillance qui se fait. Là. On va ajouter des hélicoptères, des drones, des machins, mais ça existe déjà. Caméra infrarouge dans la forêt, tout ça est là. Fait que, je pense que nous, on a juste été chanceux parce qu'il n'y a pas autant de gens qui passaient par le chemin du Nord, au fond. Il y en a eu un peu, notamment parce que le Sud, avec ce fameux mur-là au Sud, vient bloquer les possibilités. Puis pendant longtemps, des ressortissants mexicains, ben, pas plus fous que d'autres, faisaient « Ah, ben, il y a un avion vers le Canada, potentiellement. C'est une autre option pour moi. » Mais aussi, après ça, on a 9000 km, je pense, de mémoire avec les États-Unis. Fait que Oui, c'est la plus grande frontière terrestre du monde. Fait que construire un mur, ça va être financièrement très compliqué. Ça va être physiquement très compliqué. Je suis pas ingénieur, là. Mais il y a des petits bouts avec les grands lacs qui sont plus compliqués que d'autres. Pour ça, sur les Américains, là, c'est la grande question parce que je sais que 2016, ça paraît loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. Quand Trump était là la première fois, on a eu cette question-là encore. Puis, mais il semble qu'on en avait jasé beaucoup, mais suite aux élections, après ça, c'est comme tombé dans le beurre. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a eu une vraie immigration de démocrates massive vers le Canada. Ben c'est ça. Il y a 2 affaires là-dedans. Il y a eu une certaine immigration quand même vers le Canada. C'est juste qu'elle n'est pas venue d'Américains. Elle est venue quand Donald Trump a décidé de couper tous les systèmes de protection temporaire pour, par exemple, les Haïtiens. Là, ça va être potentiellement le Venezuela.
Puis c'est là où on a appris à connaître le chemin Roxham beaucoup plus. Ça, il y a eu un mouvement de ça. Des gens qui sont venus se protéger, qui sont venus demander l'asile au Canada. Pour les démocrates, là, je pense que c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Là. On dirait que c'est comme juste une mode. Là. Puis moi, quand j'étais sur le terrain, le monde me faisait un peu à la blague, les démocrates, là, parce que les républicains, eux autres, s'ils avaient perdu, ils voulaient pas venir au Non, Canada. eux, ils seraient allés, genre, justement, je sais pas, Venezuela ou une place vraiment à droite. Peut-être que c'est le Salvador en ce moment avec Bukele là, qui les attire, là, la loi et l'ordre. Mais les démocrates faisaient un peu la blague. Puis ils me disaient, ah oui, on va venir au Canada, machin. Puis je sais pas si vous vous souvenez, en 2016, puis même, il y avait beaucoup de messages comme de vedettes qui disaient, ben venez pas chez nous, un peu à la blague aussi, comme des Ryan Gosling de ce monde qui disaient, non, non, nous, les Canadiens, c'est bon aussi, on est juste dans notre coin, on est en haut. Je pense que les gens font pas ça parce que c'est compliqué. Je veux dire, même pour un Américain, ça va être plus facile que d'autres personnes, mais c'est compliqué aussi. Puis c'est un choix. À un moment donné, éventuellement, pour certaines personnes, c'est forcé, là, bien évidemment. Mais là, dans ce cadre-là, de partir de Californie, de Los Angeles, il faut vraiment être une vedette déjà internationale, puis être comme, parfait, je vais avoir mon visa, mon permis de travail assez rapidement. Pour la moyenne des gens, c'est vraiment pas accessible facilement. Non, mais il y a quand même un mouvement de population qui peut se faire puis qui s'est fait au fil du temps avec les États. À l'intérieur des États-Unis. Oui, tu m'avais envoyé un article du New York Times là-dessus, que les gens bougent selon leur affiliation politique. Bien, le New York Times a évalué ça, puis ça, c'est particulièrement intéressant. Puis eux, ils ramenaient ça à la polarisation. C'était pendant la campagne, puis grosso modo, ce qu'ils avaient évalué, c'était la migration interne aux États-Unis, à se demander est-ce qu'on va justement, ou est-ce que ça nourrit la polarisation, au sens, je vis dans un quartier qui est juste démocrate, je vis dans un État qui est juste républicain, mais quand je vais voir ma famille à Noël, Thanksgiving, peu importe, là, on est obligé de se croiser, puis là, on s'obstine, puis on n'aime pas ça, puis on se parle plus, puis on évite la politique. Puis ce qu'il montrait, c'est que, je pense que c'était 60% dans le cas des démocrates ou des républicains, finissaient par se ramasser dans des endroits rouges. Dans l'État de New York, puis on commence à les connaître de plus en plus, là, pas juste les États, mais dans les États démocrates et dans les États républicains, où sont les endroits. Il y a des sous-secteurs, ouais. Puis un bon exemple de ça, je pense, c'est le Nebraska. Super rouge, là. C'est très républicain. Là. Je suis allé, aucun doute là, que c'est républicain. Tout le monde en parle, tout le monde est très ouvert sur le fait qu'ils sont républicains. Puis il y a eu ce mouvement du Blue Dot, le point bleu, qui est au fond la ville de Omaha. Le Nebraska a comme un calcul différent des États-Unis où on donne les grands électeurs le pointage là, du vote aux États-Unis, oui à l'État, mais aussi par 3 districts. On divise un peu, c'est un petit peu de proportionnalité. Okay, ouais. C'est comme un petit peu plus démocratique. Oui. Un petit peu plus. Puis il y a un deuxième district, celui de Omaha, qui au fond vote bleu. Tu as comme une mer rouge, puis tu as le spot bleu. Ben, les démocrates du Nebraska, ils me le disaient, on se ramasse vers Omaha. Et on se déplace au fil du temps vers cet endroit-là. Mais volontairement par stratégie politique ou juste par intérêt? Parce que je veux être dans un quartier de gens qui ont des valeurs similaires aux miennes, des choses comme ça. Fait que ça se fait un peu indirectement. C'est l'impression que j'ai. Il y a plein d'affaires là-dedans. C'est pas vectoriel. Factoriel. Factoriel. Les désanographiques vont capoter en m'entendant. Factoriel, la migration en général. Il y a plein de raisons qui te poussent au-delà du contexte américain, à bouger, conflits, crise économique, intérêt personnel. Moi, je suis né à Québec, je vis à Montréal, je suis allé étudier en Belgique, j'ai fait partie d'un mouvement de migration. Les campagnes qui partent vers les villes, c'est un mouvement de migration. Fait qu'il y a un mouvement naturel qui se fait, par exemple, si on reprend le Nebraska, ces villages du Nebraska qu'on connaît absolument pas, qui se ramènent vers la grosse ville du coin. Dans le cas d'Omaha, il y a aussi, en parallèle de ça, l'idée de se dire j'ai quand même envie d'être entouré de gens qui me ressemblent un petit peu. Mais oui. Et qu'ils le font aux États-Unis. Et les gens se déplacent. Et les républicains ont fait ça pendant longtemps aussi. De Californie, en 2020, moi, je me souviens, j'étais au Texas pour la campagne présidentielle. Puis il y avait beaucoup de gens de Californie qui débarquaient au Texas en disant la Californie s'est rendue socialiste. Oui, c'est trop à gauche pour moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. On s'en va au Texas, on déménage. Puis il y avait plein de groupes Facebook de comment je peux déménager pour me rendre au Texas. Il y avait des agents courtiers immobiliers qui faisaient juste de ça. Du comme voici mon transfert. Bon. Juste du déplacement de républicains. Juste du déplacement de républicains, c'est les États-Unis. Là. Quand il y a de l'argent à faire, il y a quelqu'un au bout de la ligne pour essayer de faire cet argent-là. Puis il y avait des packages de comme venez, on va vous faire visiter en autobus. Cette région-ci, puis vous allez acheter éventuellement une maison. Fait qu'il y a le mélange des deux, puis c'est là où le New York Times présente cet élément-là, où effectivement, tu te rends compte que les gens le font consciemment et inconsciemment. Des fois, c'est des opportunités financières, d'accord,
Mais les gens commencent à se dire que, OK, même si la maison vaut moins cher, si finalement je m'entends pas avec mes voisins, puis on en a parlé dans cette campagne-là, Témoise l'a dit, on est censé être proche de nos voisins, mind your own business, machin. Ben, c'est pas ça quand même aux États-Unis. À part les grandes villes, il y a vraiment un désir de quand même bien s'entendre avec tout le monde, même si c'est un peu contradictoire avec ce qui se dit dans la politique, là. Mais il y a ça. Fait que oui, ils se déplacent, puis peut-être qu'ils vont pas se déplacer jusqu'au Canada finalement. Non, non. Surtout pas au Québec, parce que le fait français fait que ça va compliquer. ça va en ralentir plus d'un, ça c'est sûr. Mais c'est pas des petits désagréments en plus, c'est tellement polarisant là, c'est pas comme ici si t'es conservateur, enfin c'est quand même plus large la différence d'opinion et de. T'imagines habiter dans un voisinage où tout le monde a des pancartes de Trump et oui, ouais. c'est sûr que ça serait lourd, puis c'est sûr que ça se sentirait. Mais en plus, dans l'article que Xavier m'avait envoyé, il disait aussi c'est un peu. Ça facilite beaucoup la vie des politiciens parce que quand tu as des secteurs qui sont hyper polarisés où tu sais que tout le monde est vraiment, vraiment républicain, les représentants n'ont pas besoin de se forcer pour gagner le monde. Ils savent qu'ils vont juste voter pas démocrate aussi. Fait que ça rend ça. C'est pas la meilleure affaire pour la politique, j'ai l'impression. Le seul problème, c'est que ça va dépendre du système. Là, on va pas faire un cours de politique à avancer, mais le système électoral américain permet partiellement ça. Le problème, c'est que si tout le monde avait décidé que finalement, il se ramassait justement au Nebraska, au Dakota du Sud, puis qu'il se disait « Yes, sir! Ici, ça va être le centre républicain », c'est pas assez de poids dans la nation. Fait qu'il perdrait quand même l'élection. Là où ça devient intéressant, c'est que le Texas, par exemple, là, c'est vrai, on va moins mettre d'énergie du côté républicain sur le Texas, comme les démocrates mettent à peu près zéro énergie sur la Californie, même si finalement... C'est gagné d'avance tout le temps. Mais... C'est gagné d'avance, puis en même temps, Donald Trump a monté partout, hein, dans vraiment tous les États. Sauf que ça, c'est ça. Dans le contexte américain, il faut quand même que, si tu le fais, mettons, de manière politique, là, tu décides de volontairement te déplacer dans un secteur pour influencer le vote à long terme, disons, sans tomber dans les théories du complot là, de grand remplacement et tout ça quand même. Là. On va mettre ça tout de suite au clair. Là. Mais il faut que tu choisisses aussi un petit peu ton État. Il faut que tu ailles dans un lieu où, si tu vas à New York, il y en a des électeurs républicains. Là. Ils sont dans le Long Island, ils sont dans les banlieues très éloignées. Il y en a à New York là, parce qu'il y a tellement de monde. Sauf que l'État de New York, c'est New York. Ça va pas faire changer. Ça va pas faire changer. Quand Plattsburgh décide de voter de républicain pour Elise Stefanik, qui est d'ailleurs la nouvelle ambassadrice à l'ONU, qui était la représentante la plus proche de nous, qui est là où il y avait le chemin Roxham, qui, elle, propose notamment vraiment de la surveillance et tout ça, ben, si New York décide de voter le contraire, ça part démocrate. Là. Fait qu'il y a une certaine limite, puis en même temps, ça s'est fait dans le monde, là, des gens qui quittent voter avec ses pieds. Je vous disais, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter volontairement. Ils le font parce que guerre civile, enjeux économiques majeurs, changement climatique. Ils sont forcés de quitter. Ouais. Exactement. Par contre, je pense à l'Allemagne de l'Est. Quand on va se mettre à créer ce fameux mur-là au départ, c'est parce que tout le monde s'en va du côté de l'Ouest parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne marche pas, du moins au départ. Puis là, on met le mur pour les bloquer. Mais les gens votaient avec leurs pieds, s'en allaient de leur côté, changeaient de partie de pays, ben de pays dans ce cas-là, parce qu'ils disaient non, ça ne nous convient pas, ça ne peut pas être ça. Puis à un moment donné, ben là, pour garder un certain nombre de personnes pour travailler, on a construit un mur. Comme peut-être on aura un début de mur à certains endroits au Canada. J'ai plus l'impression que ça va être de la surveillance très accrue là, dans le cas du Canada. Oui, j'étais pas du tout sérieux avec ma question. En même temps, on dit ça, puis quand Trump nous a dit ça il y a une couple d'années, un mur, on était comme il fera jamais ça. Finalement, il le construit. Ça sert à rien. Ça n'a pas empêché quoi que ce soit, mais il l'a fait pareil. Il n'était pas déjà là en partie, en plus. C'est vraiment des paroles en l'air. Genre, dans le sens où il y avait déjà une partie de mur. En tout cas, il y en a encore plus. Là. Ça, par contre, c'est vrai, il en a fait construire et il voulait le faire payer au Mexique. Il ne l'a pas fait payer encore. Indirectement, il le fait payer au Mexique. Mais il y a beaucoup plus de murs maintenant. Le seul problème, c'est que tous les spécialistes le disent, puis je l'ai vécu en allant au chemin Roxham et sur d'autres terrains migratoires, le mur n'arrête pas les gens qui fuient les conflits. Je veux dire, je suis allé en mer Méditerranée, j'ai vu des gens sur des petits bateaux. Les gens trouvent toujours une solution pour partir. Les gens vont trouver une solution. Les gens vont contourner ce mur-là. Ça va être comme les chansons de Camp de jour. Souvenez-vous, le lion peut passer en dessus, au-dessus, ses côtés. Mais qu'est-ce que je fais? Les gens trouvent quelque chose. Si c'est pas les visas, ça va être autre chose, un emploi qui va permettre l'entrée, ça va être une entrée irrégulière. Puis dans le cas des États-Unis, ce qui est arrivé, c'est que ce mur-là a juste poussé les gens vers les endroits où il n'y avait pas de mur, qui sont au fond le désert de l'Arizona, par exemple.
plus Ça dans- rend juste la traversée plus dangereuse. Les gens vont quand même faire la traversée, mais ils vont juste être vraiment en danger en le faisant. Ouais. Exactement. Ou le chemin. C'est là où les États-Unis font un peu payer partiellement le Mexique. C'est le Mexique maintenant qui est le chemin dangereux vers les États-Unis. Moi, les personnes migrantes que je croise, ceux que j'ai croisés pendant la présidentielle américaine à Denver, me disaient ça. La jungle du Darien, qui est entre la Colombie et le Panama, qui est ce 4 jours de marche dans la jungle qui est super compliqué par la marche. Là. Le monde ne sont pas habitués de marcher ça dans la jungle. Tu n'as pas les ressources. C'est accompagné par tantôt des narcotrafiquants, tantôt appelons ça des passeurs, qui sont là pour les protéger plus que les faire passer. Là, c'est le Mexique qui le fait avec l'armée. Parce que les États-Unis ont demandé au Mexique de ralentir les progressions. Là, au Mexique, tu ne peux pas prendre un autobus si tu n'as pas de passeport du sud vers le nord. Si tu n'as pas de papier, donc il faut que tu trouves un autre moyen. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu te tournes vers les passeurs, les cartels, les machins. Et au fond, si on se met à parler d'un mur vers le nord canadien, c'est ça qu'on va créer. Il n'y avait pas besoin de passeurs pour venir. Les Américains auraient pu venir au chemin Roxham, passer. On n'a pas pu demander l'asile là, parce qu'on considère que les États-Unis sont un tiers pays sûr. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment ça aurait marché ce bout-là, mais c'est quand même plus compliqué là, en ce moment pour ça. Puis pour une personne migrante ou n'importe qui essaie de bouger pour se rendre vers les États-Unis, mais c'est le Mexique qui contrôle. Il les renvoie au sud parce qu'ils ne peuvent pas les déporter. Ça revient, ça repart, ça revient. Ils appellent ça le carrousel. Fait que peut-être qu'éventuellement, on aura quelque chose de similaire du niveau canadien si les États-Unis nous poussent. Et là, on parle à la blague des États-Unis qui partent, des Américains qui veulent partir. Je pense que les Américains sont beaucoup inquiets de l'inverse. Pas tant des Canadiens qui débarqueraient, mais de n'importe qui utiliserait. Qui utiliserait la frontière canadienne pour aller dans les Puis États-Unis. ça, on va en entendre parler beaucoup pendant les prochaines années. Pas juste à la frontière, mais l'Arctique. Parce que c'est pas surveillé tant que ça. Stephen Harper nous avait envoyé une base militaire dans le nord-nord-nord. Là, vous regarderez sur la carte Google. Après, là, vous regarderez la ville la plus au nord, c'est à peu près une base militaire. Es-tu encore là? C'est encore là. C'est une présence militaire dans l'Arctique, mais il n'y a pas d'agent de douane hein, dans le Grand Non, Nord. c'est clair. Les migrants à qui t'as parlé, ça les fait autant rêver l'Amérique qu'avant les États-Unis. Mais ça, c'est l'autre truc. Je pense que, tu sais, on disait qu'il y a plusieurs raisons de migration. Il y a certainement des gens qui sont attirés au même titre que j'ai été attiré par l'Europe. Là, ah oui, cette histoire, se promener dans la rue. Il y a encore un vernis d'Amérique qui s'apparaît bien. Genre. Ben oui, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis, moi, qui aiment aller aux États-Unis en voyage, machin. Il y a je veux dire, on écoute des films, ils sont tous produits aux États-Unis. Tu sais, ce soft power-là américain, je pense qu'il est encore très fort. Il existe dans plein d'autres pays, là, je veux dire, le Japon, la Corée, en ce moment. Ben là, la Corée, ils sont en train de se mélanger les pinceaux là, avec leur politique. Ça va peut-être pas aider, mais le Japon, je pense qu'il y a plein de monde qui voudrait aller au Japon. De là à vivre là, je sais pas, mais oui, je pense que pour certains, il y a, si j'ai à partir, si j'ai une occasion de me rendre aux États-Unis, oui, on y va, à fond. L'autre élément, puis ça, je pense que c'est souvent sous-estimé ou mal compris, c'est que pourquoi on va aux États-Unis aussi, c'est parce qu'il y a des occasions d'emploi. Puis il y a des occasions d'emploi pour des travailleurs, oui, avec des études hyper qualifiées, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'emplois pour quelqu'un qui n'en a pas fait vraiment d'études, qui est un fermier nicaraguayen qui a eu de la violence dans son village, puis qui part à pied, puis qui finalement, il remonte tranquillement. Il y a surtout du travail pour des gens qui n'ont pas de papier. Puis ça, au fond, c'est aussi un des éléments qui permet aux gens ou qui amène les gens à se déplacer. Il y en a qui font ça de génération en génération. Parce que là, moi, j'ai des théories de migration qui me passent par la tête. J'aime pas la théorie économique, on appelle ça le push and pull. Là. Il y a juste une raison qui t'attire ou qui te pousse de ton pays. Je pense que ça va plus largement que ça. Les personnes migrantes ont elles-mêmes des désirs, des intentions, des capacités, un espoir de se rendre quelque part. Après ça, des fois, c'est pas possible. Des fois, tu n'as pas l'argent. Des fois, tu as le désir, mais bon. Ou des fois, tout fonctionne. Je pense que ça, c'est plus logique pour expliquer ce qui se passe. Mais le point étant, tu peux être sans papier aux États-Unis puis travailler. Tu risques d'être engagé. Là, on va tomber dans certains clichés, mais dans l'industrie hôtelière, par exemple, veux pas, les femmes de ménage sont souvent latino-américaines, par exemple. Si on est dans le coin de San Diego, elles sont souvent passées. Soit elles travaillent, elles viennent du Mexique puis elles font la traversée à tous les jours en touriste. Puis là, personne ne pose de questions en frontière, car tous les jours, on passe en touriste. Ou ils se ramassent de l'autre côté, puis ils restent là. Puis on parlait de murs tantôt. Un des éléments des murs aussi, c'est au-delà de la traversée difficile. Une fois que tu as fait cette traversée-là difficile, puis tu sais pas si tu es capable de refaire des traversées, mais tu ne bougeras pas. Là.
Oui, parce que tu sais pas si tu vas pouvoir revenir si tu Exact. ouais. Puis là, tu vas rester dans des conditions difficiles. Là, tu vas rester dans un contexte où tu vas travailler en dessous de la table, tu vas rester sans papier, puis tu vas accepter d'être sans papier aux États-Unis. Puis là, on parle des États-Unis, mais ça existe au Canada, là, pour exactement les mêmes raisons. L'enjeu, c'est que si on pourrait régler cette situation-là. On pourrait aller dans les entreprises puis passer par plus de surveillance, puis s'assurer de, ben, pas surveillance des personnes migrantes, mais au sens où forcer ces employeurs-là à les amener vers une régularisation de leur statut. Mais si vous allez à des métros à Montréal le matin, il y a des, il y a des Tu le camions. vois, il y a des vannes qui viennent chercher le monde. Exactement. Ouais. Puis de manière légale, régulière et tout ça, mais il y a aussi des travailleurs sans papier qui sont tout à fait capables de trouver des emplois. C'est dans le centre-ville de Montréal à nettoyer des bureaux. Puis des fois, ça passe par une agence, une agence, une agence. C'est pas tout le temps la compagnie elle-même qui est au courant que une banque X qui est au courant que les employés. Mais c'est quand même un système qui est relativement accepté. Puis le meilleur exemple de ça, c'est l'agriculture. Au-delà des systèmes de visa temporaires, quand la pandémie est arrivée, qu'on s'est tous rendu compte qu'il n'y avait pas un chat qui allait arriver, puis là, ils disaient, ben, vous avez tous du temps, allez donc... Venez travailler dans les champs. Allez travailler dans les champs, personne n'est allé. Mais tu te rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Le problème, c'est que tu les gardes dans un niveau qui les force à prendre ces conditions-là. Tu t'en as besoin pour que la fraise ne coûte pas 500$, puis que le poulet désossé soit à 4,99$ au maxi. Mais ça aussi, ça amène des gens parce que pour certains, même cette condition-là, puis je pense que c'est ça qui est le plus effrayant, au fond, c'est que même cette condition-là permet parfois une meilleure vie que ce qu'ils vivaient. Là, on ne parle pas de réfugiés nécessairement, on parle des gens qui auraient peut-être le droit à un statut de réfugié, qui ont fui un conflit armé, mettons, je pense au Mexique avec la guerre des drogues, la Colombie, par exemple, l'Équateur, où il y a eu une espèce de combat justement entre cartels et le gouvernement, qui pourraient potentiellement avoir une vraie demande d'asile, mais qui, là, vont, par peur, par manque de fonds, par méconnaissance, par trauma. Là. Quand tu as traversé là, toutes les Amériques, les États-Unis, tu as peut-être passé 2 ans aux États-Unis à essayer de ramasser un peu d'argent pour arriver vers le Canada, que là, finalement, avec la nouvelle entente, il faut que tu te caches 14 jours, parce que après 14 jours, tu vas pouvoir déposer une demande. Tu sais pas comment ça s'est passé ce 14 jours-là, à quel moment, qui, quand, quoi. Peut-être que ça ne te tente pas nécessairement de retourner rembarquer dans un système gouvernemental qui va... T'embarquer dans une bureaucratie dans un pays qui n'est pas le tien, ouais, ça doit être... Puis encore faut-il que tu aies une confiance dans la bureaucratie en général. Si tu arrives d'un pays où c'est une dictature, là, la Syrie est beaucoup dans les nouvelles, ça reste quand même un pays où il y avait une administration publique existante. Là. C'est pas nouveau. La Colombie, par exemple, il y a certains endroits, il n'y a juste pas d'administration publique. Là. Ils n'ont pas de connaissance de ça. On peut comprendre que certaines personnes ne sentent pas le besoin d'aller voir le gouvernement, mais dans le cas des Syriens, on peut comprendre aussi qu'ils n'ont aucune envie d'aller voir une organisation gouvernementale quelconque parce que ton rapport à cette organisation-là, c'est va-tu falloir que je le paye en extra? Comment ça marche? Oui, je le sais que le Canada, c'est pas comme ça, mais quand c'est ça que tu as connu, c'est vraiment dur là, de changer du jour au lendemain. Il y a plein d'éléments là-dedans qui influencent en fait les déplacements, je pense. On s'est perdu un petit peu sur la question de départ. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On va dans toutes les directions. Mais cela dit, pour revenir aux États-Unis, ça me fait penser au... Je sais pas si c'est juste des choses que je lis sur Internet ou si c'est vraiment un sentiment, mais on voit les gens, ils ont plus confiance. Par exemple, les femmes, elles ont plus confiance dans leur application pour enregistrer leur menstruation parce qu'elles pensent que c'est surveillé puis que ça va les mettre en danger et tout. On arrive quand même dans des territoires un peu où il y a certaines personnes qui ont plus confiance en leur gouvernement américain, non? Ben, je pense que les Américains, c'est quelque chose de particulier quand même dans le monde. Là. On parle souvent de l'exceptionnalisme américain, de bonne et de mauvaise façon. Là-dessus, je pense qu'ils sont particulièrement craintifs, puis c'est dans leur constitution, puis c'est une des raisons pourquoi ils ont des armes constamment. C'est vrai. Oui, ça fait partie de leur ADN de se méfier du gouvernement. C'est ça. Oui. Bon, là c'est pris de manière très simpliste. Là. Écrivez-nous pas, spécialiste. Mais je pense que ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN de comme moi, mon je, mon lopin de terre. J'y ai droit, j'ai le droit de défendre ça. Puis ce qui est intéressant avec un élément comme ça, c'est que c'est le croisement du non-désir d'être surveillé, mais du droit à
soi-même, comme autoréguler, surveiller, suivre, etc. Mais ça passe par du privé parce que faudrait donc pas que ce soit le gouvernement qui a ça dans ses mains. Fait que vaut mieux que ce soit du privé. Mais en même temps, le privé va vendre ces données-là anyway. Anyway, il y a une manière où tes données sont quelque part en mode analyse de OK, à Montréal en ce moment, il y a 300 000 femmes qui, dans le prochain 3 jours, vont aller chercher des tampons, par exemple. Puis là, il y a des promos qui apparaissent sur Facebook. Ouais. T'es comme, la donnée vient de quelque part. Là. C'est souvent dans le 3e sous-caractère de machin. Dans les États-Unis, ben, c'est sûr qu'il y a une crainte plus grande sur ça. Ils n'aiment pas beaucoup réguler. Ça va être encore pire avec Donald Trump. Ce qui est tout l'inverse de l'Europe. Hein. L'Union européenne, habituellement, c'est eux qui traînent la régulation partout dans le monde. C'est l'Union européenne qui va réguler. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font chier toutes les grandes compagnies américaines. Ils les aiment pas parce qu'ils partent à 28 puis ils disent tu n'auras pas accès à l'ensemble du marché. Ça aussi, il faudra voir si ça ne va pas s'effriter à un moment donné, s'il y a quelques pays qui ne vont pas partir. Je pense à Viktor Orban en Hongrie qui ne va pas partir de son bar ou machin. Mais pour le moment, ça tient. Mais c'est les plus intenses, oui, c'est les plus intenses sur... Exact. Mais s'il y avait cette régulation-là, on ne parlerait pas de ça. C'est qu'ils jouent sur le flou, puis ils jouent dans l'entre-deux, puis ils viennent mélanger ces éléments-là. Mais je pense que ça existe quand même un petit peu partout. Mais dans le cas des États-Unis, c'est tellement particulier. Même... Parce qu'ils m'ont parlé plein de fois du Canada, on m'a demandé souvent le système de santé, le machin. Il y a un rapport, tu sais, veux pas, Kamala disait à la blague là, que c'est quoi, c'est la coconut qui tombe pas trop loin de l'arbre. Là. C'est un peu vrai, là, je veux dire, quand tu passes toute ta vie à te faire dire que la plus grande nation au monde, ils ont juste des ennemis, c'est le capitalisme au maximum, que tu parlais du rêve américain tantôt. Que le rêve américain, c'est d'être capable de partir de rien puis d'arriver à milliardaire, puis qu'on parle pas de l'entre-deux, puis on parle pas de combien de temps ça va prendre, puis de ce que tu vas faire, mais c'est possible et tout ça. Je peux protéger mes droits, mes trucs. Puis en même temps, c'est les grosses compagnies qui ont le plus de données, c'est eux qui surveillent le plus. J'ai pris l'avion à Charlotte pour revenir à Montréal. Ils m'ont pris en photo. Puis ils ont pris ma photo, puis ils m'ont dit « Bonjour Xavier, embarque dans l'avion. » Puis t'es comme « Ah... » Je suis donc déjà fiché, dans le fond, parce que c'est ton juste passeport. avec ta photo. C'est la nouveauté maintenant. C'est comme une certaine époque, là, les premières fois où on a eu les petits scans là, où vous mettez les mains. Ça, c'était... Les États-Unis ont été les premiers à faire ça. Bon, ça scanne, mais la question, c'est ça garde-tu ma grandeur? Ça garde-tu mon poids? Ça garde-tu ma largeur? Ça fait-tu... Qu'est-ce que ça fait? Puis moi, je me souviens, là, il disait au départ, les Canadiens, on a le droit de refuser ça. Moi, je l'ai refusé une fois. Je ne le referai pas. Puis ça a-tu fonctionné ou ils se sont juste obstinés avec toi jusqu'à ce que tu... J'avais l'air d'un terroriste. Là. J'arrivais du Panama. J'étais allé dans une ferme en plus, équitable. Là. Ils n'aimaient pas ça. Là. Ils comprenaient c'est même pas le ferme, c'est le équitable qu'ils n'aimaient pas. Ouais, exact. Puis là, ils me criaient après, ils me demandaient « Do you speak English? » Puis là, ils m'ont en fait une fouille à tâtons dans l'aéroport. Je suis comme « OK, je vais pas... » Mais la nouveauté, c'est ça. Là, c'est la surveillance par... les photos du visage. Là. Fait qu'il fait de la reconnaissance faciale. Là. Exact. Je sais pas à quel point les Américains vont bouger pour vrai suite aux élections, mais je pense qu'ils ont vraiment l'intention parce que j'avais vu que suite à l'élection de Trump, dans les 48 heures suivantes, les recherches Google de comment aller au Canada avaient augmenté de genre 5000 %. Fait que je pense qu'il y a des gens qui y pensent un peu sérieusement. Et après ça, ils se rendent compte que ça va être vraiment compliqué, mais il y a une vraie intention, des fois, de le faire. Ben, il y en a qui l'ont sûrement fait aussi. Là. Je veux dire, ça doit arriver. Je sais pas, femme, mari est déjà canadien, beaucoup plus simple pour passer. Oui. Que des gens, vraiment, une famille, mettons, prenons la famille typique de Kat, semble-t-il que c'est la famille typique. Le white picket fence. C'est exactement. Qui a sa grande maison, 2 garages, puis qui veut partir vers le Canada. Ben, eux autres, ça va être pas mal plus compliqué. Là. À moins qu'ils travaillent déjà dans une industrie où on cherche vraiment spécifiquement des gens, ou que c'est un investisseur à plusieurs millions là, qui va réussir à comme, acheter une compagnie puis donc quasiment par défaut être là. Le transfert, au-delà, après ça, des enjeux de culture là, qui restent relativement différentes, même si c'est moins évident dans le reste du Canada par rapport au Québec juste pour la langue, mais il y a quand même une distinction là, entre Canadiens, anglophones puis Américains, là, même si on en fait souvent des blagues que c'est un peu la même chose parce qu'ils écoutent les mêmes émissions. C'est vraiment pas simple, mais... je veux dire, ça s'est fait. Ça se fait partout. Ça s'est fait au Canada. Là. Moi, je pense à 95, là, référendum. Il y a bien du monde qui sont partis à Toronto. Il y a des sièges sociaux qui sont partis à Toronto, puis la décision n'était même pas encore prise. Là. Fait que c'était plus facile dans l'intérieur du Canada, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui vont bouger. Puis ceux qui ne sont pas capables de bouger, mais peut-être qu'ils vont justement bouger à l'intérieur. Ça va redessiner
une partie de la carte électorale pour la prochaine élection. Et est-ce que tu peux expliquer ta démarche de faire ton voyage en train? Ah oui! De l'Amérique Express. Alors oui, c'est ça. Je suis parti faire tout ça en train. Mhm. Ça a été long. C'était volontaire. Honnêtement, il y a un petit désir quand même écologique. Là. Si j'avais fait ça en avion, ça aurait été pas mal plus décalissant, disons ça comme ça, pour la nature. Financier aussi, veut pas, c'est un petit peu plus logique financièrement de faire un déplacement comme ça. Puis le système américain le pouvait. J'ai passé les dernières années en Europe aussi, puis j'étais vraiment très peu de train. Fait que c'est sûr que là, C'est nice, le train en Europe, là, c'est vraiment... je cherchais vraiment une manière là, de retourner sur des projets de train. La vraie raison, au-delà de ces enjeux-là, celle qui vraiment... mon objectif de couverture, c'était parce que je reste chroniqueur indépendant. J'ai déjà travaillé à Radio-Canada auparavant. Je travaille encore à Radio-Canada comme chroniqueur à l'émission du Retour à la maison, le 15-18, comme chroniqueur international. Mais je reste un travailleur indépendant. Donc, il fallait que je fasse quelque chose que personne d'autre allait faire ou presque. Mon idée, moi, c'était vraiment d'aller à la rencontre des Américains, aller prendre le pouls. Et le train permet de rencontrer des gens constamment. En plus, c'est une moyenne de comme 10-15 heures de train tout le temps parce que c'est interminable. Le système de train est terrible. Fonctionne très bien, on est confortable, mais terrible en termes de proportion, mais de temps. Donc, les gens veulent pas. Quand Finissent par jaser. Ben, ça fait 6 heures qu'ils sont assis à côté de moi, là, puis qu'ils m'entendent écouter des affaires en français, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait là? Ou je suis sur mon ordi dans le petit diner card, puis j'écris un article ou je prends des photos, puis ils sont comme, ah, qu'est-ce que tu fais? Puis ça a entamé la conversation. Ça, c'est intéressant. Je pensais pas que le côté terrain-interaction était en grande partie dans le train, mais oui, c'est vrai que le mode de transport permet ça. Ouais. Ben moi, ce que je disais à la blague, c'est aussi ils ont pas le choix de me jaser. Ils peuvent pas s'en aller. Vous avez déjà fait un vox pop, là, vous détournez la tête, vous regardez au sol, vous essayez que le journaliste vous regarde pas. Là, où est-ce que tu veux aller? Là, à moins que tu partes aux toilettes, puis que je suis de l'autre bord de la porte, puis que je t'attends. Mais au-delà de la blague, oui, c'est ça. Honnêtement, c'est le temps, c'est l'effet de confiance. C'est le fait que j'ai fait le train de Denver à Oakland pendant 32 heures avec les gens. Tu es assis dans le truc d'observatoire, puis là, quelqu'un s'assoit à côté de toi, puis ben bonjour. Un accent. Ah, vous venez de Montréal. Puis là, tu te mets à entamer une conversation. Puis là, moi, j'anourrissais la conversation aussi. C'est ça mon objectif, c'est de tomber sur des gens qui me parlent, puis ils vont peut-être me donner le contact dans la prochaine ville. Ils vont peut-être, eux, me parler de leur propre expérience. Ils vont m'amener aussi une espèce de compréhension de comme, OK, je pense à ces deux femmes-là que j'ai croisées dans ce même train-là de Denver à Oakland. Elles venaient du sud de la Californie. Elles haïssaient les démocrates. Elles étaient tristes que la Californie soit devenue ce qu'elle est devenue. Puis elles pensaient partir potentiellement pour aller vers un État plus républicain, notamment. C'est comme, OK, ça existe, c'est dans ma tête. Puis à un moment donné, ils me disent, toi, tu fais quoi? Je suis journaliste canadien, machin. Puis là, des fois, ça change. Des fois, ils veulent oui, des fois, leur attitude devait changer. Ouais. Des fois, ils veulent plus parler. Mais le train permettait ça. Puis le train permettait aussi d'arriver dans le centre de certaines villes, puis d'arrêter dans des villes aussi plus méconnues. C'est-à-dire, si j'avais juste couvert les grandes villes, je vous aurais dit que Kamala Harris allait gagner. C'est un peu ça. Mon objectif, c'était d'aller dans divers États, dans des petites villes. En Caroline du Nord, je suis arrêté dans une ville de bord d'autoroute. C'était genre Saint-Hyacinthe, plus ou moins. Juste assez proche. Ben, c'était la scène de Montréal, mais là, c'était de Raleigh, qui est comme la capitale. Mais juste assez loin, bord d'autoroute, fait aussi beaucoup de mouvements de transition. Puis là, ben, ça avait une vision différente de Raleigh. Fait que ça, pour moi, c'est important d'offrir ça en chronique aussi, qui permet quand même un petit peu plus de ressenti du terrain, de l'expérience, plus raconter une histoire que tout était factuel. Là, je veux dire, je respecte les codes de déontologie, c'est pas ça le point, mais que l'article très factuel, la pyramide inversée, les informations dans le livre au départ. C'est humain, tu le sens. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est mon intérêt, je pense. Puis je pense que c'est ce qui manque dans une couverture, souvent, surtout américaine comme ça. Il y avait plein d'analystes, puis c'est bien important. Il y avait du reportage, mais moi, je pense que ça prend le lien entre les deux. Là. Qu'est-ce qui fait que la personne A est capable de dire ça, que la personne B fait un reportage lié souvent à ce que l'autre a dit. Puis la glue, c'est souvent la compréhension de comme tu vas prendre une bière dans un bar puis t'écoutes. Le barman se met à jaser. Le Uber que tu as pris. La personne à côté de toi dans le train te raconte une histoire, puis ça te reste dans la tête. Puis j'avais déjà fait des trucs comme ça auparavant, puis moi, c'est un type de couverture qui me plaisait parce que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi les choses arrivent. Je pense qu'en journaliste, c'est ça.
On écrit comme la première page d'histoire, mais on n'écrit rien après, là, c'est-à-dire, c'est brut. Là. Mais quand Trump est arrivé en 2016, personne n'avait été capable, ou presque, de dire pourquoi. Qu'on ouvre des portes puis des des clés de compréhension. Là, dans ce cas-ci, c'était très clair. Donald Trump pouvait gagner, très possiblement. Moi, avec le recul, je me rendais compte, puis ma dernière chronique, un peu bilan, c'est un peu ça. Tout le monde me l'avait dit. Tous les gens de la classe moyenne et plus bas me le disaient, je vais voter Trump, je vais voter républicain. Peu importe la communauté culturelle. T'as l'impression, dans tout le monde à qui t'as parlé, il n'y a personne qui est tombé des nues. Non, absolument. Puis il y avait même une grosse crainte d'une séparation des visions complètement différentes. On parlait du rêve américain. Le rêve américain pour les démocrates puis le rêve américain pour les républicains n'est pas le même. Puis là, c'était très évident. Puis il y avait un combat de valeurs qui allait au-delà de ça, puis qui se faisait aller. J'avais fait une chronique justement là-dessus au Wisconsin où ça me rappelait le Québec des années 90, de l'après-référendum, avant-référendum, où t'es d'un bord ou t'es de l'autre. C'est ça le système américain aussi. T'es d'un bord ou t'es de l'autre. C'est deux équipes de foot, puis ça prend un gagnant. Il n'y a pas d'idée de comme... Hyper simpliste, ouais. C'est un face-à-face, puis Donald Trump, c'est ça qu'il pense aussi dans ses échanges. Faut que je gagne. Puis si je gagne, ça veut dire que tu gagnes pas. Il n'y a pas de win-win. Faut que je te plante. Fait qu'il y avait ce désir-là derrière tout ça, mais ça, j'aurais pas pu vous dire ça si je suis pas assis dans des trains avec des gens que je croise, que je débarque, que j'attends le train le soir, que le petit diner de machin, que justement, Omaha, je suis dans un club social de vétérans mexicains-américains dans un demi-sous-sol où les démocrates viennent, puis quand ils partent, tu te rends compte que tout le monde, au fond, est républicain. Là, c'est apolitique, c'est Veterans Affairs, mais veux pas, tout le monde est pas mal plus républicain, puis plus il y a de bière qui se boit, plus ça se sent, puis plus se pose des questions que tu pensais pas qu'on pouvait se poser dans la vie. T'sais. Je suis allé dans des tailgates de football, mettons. Ben, je leur disais pas nécessairement que j'étais journaliste au départ, mais là, ils prennent une bière, ils te jasent, ils te donnent un burger. J'étais en Pennsylvanie avec Jésus. Il y a un gars qui se déguise en Jésus. Au tailgate. Au tailgate. C'est le premier gars que j'ai vu en arrivant le matin. C'est Jésus, j'étais comme... Je vais te suivre. Clairement, tu vas me séparer la foule. Puis il a multiplié les bières. Je dois l'avouer que c'était assez impressionnant. Il donnait aux plus riches pour redonner aux plus pauvres. Mais lui, par exemple, c'est qu'il me traînait. Puis lui, il se promène de table en table. C'était comme ta porte d'entrée pour tout. Ouais. Table en table. Puis là, c'est comme... Puis il est comme Canadien, le journaliste canadien. Puis là, le monde sont comme... Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben il y a comme une petite élection. Hein? Puis il te donne un burger, machin. Puis à un moment donné, t'es comme... Puis vous autres... Ouais. Vous votez quel bord? Puis là, si la confiance a été établie, dans certains cas, ils me disaient OK, je vais voter Trump. Je vais voter démocrate. Mais là, je leur dis je peux-tu prendre votre prénom? On peut-tu faire un petit bout? Ah, c'est intéressant. Personne ne veut m'en parler. Voulez-vous? Je vais juste prendre votre prénom. Ouais. Ça doit être vraiment rare en tant que journaliste que tu as autant de temps, justement. Là. C'est vraiment ça qui ressort dans toute ta démarche, c'est que tu as énormément de temps pour que les gens te fassent confiance, pour aller chercher les infos. C'est ça. Ouais. Ben, c'était ça l'objectif. Le train devient le prétexte de ça, ou l'image peut-être du projet. Mon avantage puis mon désir, c'est de prendre ce temps-là. C'est de l'utiliser, effectivement. Je pense pas que tous les journalistes ont ces temps-là ou souhaitent le prendre. T'sais, moi, je veux pas, c'est 2 mois de temps où je travaille pas mal tous les jours. Là. C'est un cas extrême, peut-être, le projet, mais moi, je pense que c'est plus intéressant sur le produit final, ça. J'accepte en contrepartie de faire un petit peu moins d'argent sur le long terme. Ça va très bien. Là. Je gagne bien ma vie, ça fonctionne. Travailleur autonome comme plein d'autres. Il y a des enjeux, mais ça fonctionne. Je pense juste que sur le résultat, ça offre un besoin, ça répond à un besoin. On a beaucoup d'analyses, il y a des articles qui se font, il y a des correspondants dans un média, quoique TVA aussi. Non, la presse aussi a du monde aux États-Unis. Mais pour moi, c'est le terrain l'important. Puis surtout à l'international, il faut y aller. Le plus possible. Pour prendre ce temps-là, mieux comprendre, puis créer du lien pour le réexpliquer après à un auditoire francophone canadien, au Québec ou tout ça. Parce que oui, on peut lire le New York Times, justement. On va comprendre. Il faut comprendre l'anglais. Là, je veux dire, mon père ne peut pas lire le New York Times. Il faut que je traduise. Mais
si je te mène un lien en plus, si je te mets une clé de compréhension, je te fais une comparaison, une image dans la chronique, Ça va aller te chercher bien plus. tu vas bien mieux comprendre. Puis je pense que le temps, pour moi, c'est ça. C'est la clé de ce que j'espère faire. Il y en a au Québec qui font ça. Je parlais de Frédéric Lavoie, je pense que c'est un bon exemple. Là. Lui, c'est ça. En plus, il prend le roman qui, en plus, la lecture prend un temps. Bref, c'est vraiment dans tout ça. Mais je pense que ça manque pour plein de raisons. Dans l'industrie, ça va plus vite, il y a moins d'argent, on a beaucoup entendu parler de ça. Il y a un manque de confiance dans les médias qui est partiellement en raison de ça, je pense. Là. Veux pas. Plus tu vas vite sur quelque chose, c'est comme n'importe quel emploi. Là. Je laverais de la vaisselle, si je fais ça en 3 secondes au lieu de 12, ben ça se peut qu'elle soit sale. Là, le taux de... ça se peut que finalement tu le mettes devant, puis c'est comme c'est du moins beau travail. Ça a été vite, ça a tourné vite, ça arrive. Là, mais moi, je l'ai pris, cette chance-là, pour offrir une vision différente, une proposition différente, au fond, qui est aussi un argument de vente, parce que veux pas, mon travail, on achète le produit final. Là. Moi, je suis souvent payé juste le produit final. Fait qu'il faut que je me démarque en faisant quelque chose de différent et de spécial. Est-ce que tu trouves que le train canadien est nul? Ben, en tout cas, je pensais que le train américain serait vraiment nul, puis il n'a pas été tant que ça. Non, il est mieux, le train américain. On est très confortable. Très confortable. Ce qui fait que par défaut, je dis bien par défaut, le train canadien est très loin derrière. Après ça, en sachant que les autres... puis là, je ne suis pas allé au Japon, là, puis ça a l'air que ça, c'est fantastique. Là. Le Japon, en général, ça a l'air qu'il y a des affaires fantastiques. Juste les toilettes, semble-t-il que c'est incroyable. Mais oui, c'est sûr que... Tu sais, moi, je viens de Québec. Ma famille était partiellement à Montréal. Moi, prendre le train Québec-Montréal, là, c'est un choix quand je le fais, parce que des fois, ça me prend 6 heures. Hey, moi, j'ai essayé pour des shows des fois, puis c'est vrai, faut que tu veuilles. Là. Moi, toute ma volonté est là, mais c'est tellement compliqué, puis ça revient tellement cher, puis des fois, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je veux pas te retenir trop longtemps, mais je peux poser une dernière question. Mais je suis très content que tu aies posé une question sur sa démarche, parce que c'était super intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, non, moi, j'ai tout avant-midi. Ah, bon. Mais juste pour revenir sur les États-Unis, je me demandais si... toi, tu avais une idée sur... là, le mandat n'est pas commencé, mais les prochaines élections. Est-ce que les États-Unis, c'est parti pour être juste de plus en plus républicains et même les démocrates se déplacent vers là? Ou est-ce que ça va faire un balancier à cause de... Trump va tellement faire des choses démesurées que ça va faire un balancier vers... Je sais pas, peut-être. Peut-être que ça va être ça. Peut-être que les gens vont se rappeler aussi c'est quoi être sous Trump. Mm-hmm. Je pense que ça, il y a plusieurs personnes qui avaient un petit peu oublié. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont très heureux, là. Pas juste de Trump, le candidat, mais des valeurs républicaines, là, au sens très large, là, qui n'est pas nécessairement juste les questions d'avortement, là, mais sur les trucs d'équilibre budgétaire, là, du gouvernement, justement, qui n'est pas censé être dans mes affaires. On devrait choisir plus localement, c'est de la décentralisation. Ça existe aussi ici. Je pense que ça va dépendre de la réponse démocrate, parce que c'est un face-à-face, là. Parce que qui va suivre Donald Trump? Je pense que c'est ça la grande question. Puis moi, ce que je me demandais, c'est s'il perd, qu'est-ce qui va arriver des républicains? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu reprendre des candidats qu'on avait avant ou est-ce qu'on va essayer de se trouver un nouveau Trump? J.D. Vance est plus jeune, il ressemble un peu, mais est-ce que J.D. Vance a la même aura qu'un Donald Trump? Je pense pas. Là. À moins qu'ils en créent un dans les 4 prochaines années. À moins que Trump se lance dans un combat d'espérer de rester pour un autre mandat. C'est pas Son impossible, fils se lance en politique. Ben, peut-être qu'ils vont essayer de voter pour une famille. Bon, après ça, il faudra leur rappeler l'histoire socialiste, communiste qu'ils n'aiment pas, puis des dictatures du monde qui interviennent pour les tasser. La dynastie Trump. C'est ça. Fait que c'est très ironique, là, mais oui, c'est possible, mais je pense pas que son fils a la même drive, aura que Trump, même s'il comprend. Je pense que l'enjeu du Parti républicain puis du Trumpisme, en général, c'est que c'est basé sur une personne. À la limite, c'est un petit peu la même affaire que quand Vladimir Poutine sera plus en Russie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme des courants politiques qui sont basés sur vraiment une seule personne, un caractère, une manière de voir les choses. Il y a un travail qui est fait quand même du côté des républicains. Là. Je pense que le gros élément, puis Bernie Sanders, sénateur, a mis le doigt là-dessus. L'affaire qui était très claire pour moi, c'est que les démocrates, c'était pas le parti de la classe moyenne, puis des gens plus pauvres. C'est plus ça. Ça a déjà été ça, c'était clairement pas ça, en tout cas pas dans cette campagne-là. Puis les républicains ont repris cette balle-là au bon pour des raisons politiques potentiellement,
parce qu'au fond, c'est pas nécessairement eux qui vont plus les aider. Non, ils se battent pas plus pour leurs intérêts, mais c'est marketé de même. C'est vraiment bien marketé de Ben, même. au moins, ils en parlent. Ouais. Puis c'est ça qui pogne, au fond. Puis je pense qu'en 2016, c'était ça. Là, dans la dernière campagne, c'était beaucoup ça. Quand Trump débarque au Michigan, au Wisconsin, dans les Grands Lacs, au fond, ce qui attaque, c'est l'ALENA puis la nouvelle entente de libre-échange. C'est que ces travailleurs-là ont perdu leur emploi manufacturier, d'usine, l'industrie de la voiture, parce que ça a été envoyé soit ailleurs dans le monde, soit au Mexique, soit partiellement au Canada. Puis là, une voiture, là, ça, il y a 1000 reportages. Là, les parties d'une seule même voiture construite aux États-Unis, au fond, c'est elle passe d'un côté canadien, elle s'en va aux États-Unis, elle va au Mexique, elle revient, ça bouge de tous les sens. Puis finalement, tu as une voiture à la fin qui est produite aux États-Unis, mais il n'y a rien dedans. Mais il se pointe dans ces lieux-là, puis il leur dit ça n'a pas de bon sens. Puis il est le seul à le faire. Ouais. Même si l'idée était beaucoup plus, à la limite, républicaine. Après ça, bon, Bill Clinton va embarquer dans le jeu. Puis là encore, New York Times avait fait un truc très intéressant. Le Daily, le podcast à l'époque, a fait une longue, justement, description des impacts de l'ALENA des années 90-2000 sur l'élection actuelle. Au fond, comment Donald Trump est capable d'aller dans ce qu'il appelait le Blue Wall du Nord. Tu sais, on parlait des transitions potentielles. Des fois, ça peut être ça aussi. Les gens ont perdu leur emploi, mais ils ne veulent pas nécessairement bouger. On parlait de migration pour aller chercher un nouveau travail. Moi, on m'en a parlé en Pennsylvanie, industrie métallurgique. Un homme a perdu son travail à 63 ans. Aux États-Unis, il n'y a aucun filet social. Ça, c'est peut-être l'élément qu'on n'a pas parlé. Là. Une des raisons aussi pourquoi il y a tellement de confrontations, notamment avec les gens issus de l'immigration, c'est qu'il y a un réel combat qui est créé partiellement volontairement, voire volontairement, du fait que quand tu perds ta job, tu perds ton accès aux soins de santé. Des fois, tu n'as pas d'aide. La dame que je parlais d'Arizona, latino-américaine, est quand même contre l'immigration, appelons ça de masse, même si... Parce qu'elle a peur pour sa propre situation. Ben parce qu'elle, quand elle était mère monoparentale avec 2 enfants, elle n'avait aucun soutien de l'État. Bon, j'y demandais, oui, mais c'est parce que les républicains ont aussi décidé de ne pas investir dans un État-providence, puis vous trouvez que c'est beaucoup du communisme socialiste. Tu sais. Elle dit oui, mais là, eux, ils débarquent, puis ils ont une aide que j'ai pas. Fait que ça crée ce combat-là. Puis lui, à 63 ans, 50 Québec, là, il n'y avait pas d'aide à retrouver un nouvel emploi, il n'y avait pas de chômage tant que ça. Fait qu'il n'est pas parti ailleurs aux États-Unis pour suivre la compagnie. Il a pris une retraite anticipée à 60 quelques ans. Puis là, éventuellement, sa retraite anticipée va se vider. Là. Mais là, lui, il est vraiment en mode, il y a quelqu'un qui parle enfin de ce que moi je vis. Trump va me ramener des jobs dans des conditions horribles, mais ça, je m'en fous. Au moins, il va avoir des jobs. C'est un peu ça l'affaire. Ouais. Exact. Puis là, ça mélange un paquet d'affaires parce que là aussi, c'est des jobs horribles, mais dans des secteurs où il n'y a pas grand-chose. Puis c'est des mono-industries. Puis on connaît ça aussi au Québec. Là. Puis on les a protégés aussi. En fait, la différence, c'est qu'on en a protégé pendant un temps. Je pense à Alcoa, au Saguenay. Le jour où il n'y a plus d'aluminium au Saguenay, je veux dire, Arvida, une partie de Jonquière existe à cause de ça. Val-d'Or. La ville s'appelle Val-d'Or. Le jour où il n'y a pas de minière d'or à Val-d'Or, c'est un gros questionnement identitaire là, qui se passe quand même. Mais la différence, c'est que bon, c'est des industries dans le cas du minier différentes, mais Alcoa, il y a eu à un moment donné un questionnement de faire ça ne peut pas partir. Bon, il y a eu de l'appui. Aux États-Unis, beaucoup moins là-dedans, là, surtout pas les républicains. Là. C'est la loi du marché, c'est la loi de l'économie. Là, qui viennent aider ces travailleurs-là, comment ils vont faire? Ben, c'est ça. Soit ils vont empêcher les ventes, les délocalisations. Fait que dans le cas de la Pennsylvanie, c'était le US Steel qui allait être racheté par les Japonais, qui est la grosse firme métallurgique dans la banlieue de Pittsburgh. L'équipe de football américain s'appelle les Steelers. C'est un gros truc. Puis Trump est allé en disant on garde les jobs, on va garder les jobs ici, on va garder les jobs ici, on va garder les jobs ici. Puis la prochaine génération va peut-être pas tous rentrer là parce qu'ils auront moins de jobs. Ces jobs-là restent plus précaires, mais ceux qui ont déjà les jobs ne vont pas les perdre. Ouais. Puis, je pense que c'est ça le vrai argumentaire qu'il leur a donné. Là. Je pense pas que. En tout cas, il faudra voir comment ça va être fait. Je vois pas comment on peut allier un Elon Musk qui veut nettoyer l'administration publique puis garder des emplois aux États-Unis. Là. Ça va aussi. Il y a plein de trucs contradictoires. C'est ça. Mais dans le discours, au fond, c'est juste ça que ça te prend pour aller voter. Effectivement, c'est le seul qui disait je comprends. C'est nul, c'est de la merde, vous devriez avoir gardé vos jobs, peu importe, là, que ce soit simpliste dit comme ça. Puis ça, les démocrates n'étaient pas là-dedans. Puis partout, ça c'est la seule affaire qui était très claire pour moi,
les démocrates étaient ailleurs. Sur d'autres spectres, sur un spectre plus culturel, sur des droits et libertés aussi, ce qui était aussi particulier, là, que les démocrates deviennent les porteurs du concept de liberté à l'américaine, puis des pubs, Mais des par images. rapport à la liberté sexuelle, à l'avortement, Exactement, ouais, c'est ça. exactement. Ce qui, au fond, en plus, n'a pas été une si bonne tactique que ça, pas sur le désir de protéger ces droits-là, mais on se rend compte maintenant que l'élection est terminée, que les endroits où il y avait des référendums au niveau étatique, parce qu'au fond, oui, l'image de Roe v. Wade est forte, mais elle renvoie quand même la question aux États. Puis les démocrates dans plusieurs États, puis les groupes féministes ont fait on va mettre ces questions-là donc à référendum, puis on va les gagner. Puis ce qui s'est passé dans certains États, c'est que le référendum sur la protection du droit à l'avortement a passé, à part dans des États très rouges. Là, je pense qu'il y en avait 10 de mémoire dans la dernière campagne. 7 sur 10 ont gagné. Je ne sais pas les 3 quels ont perdu, mais l'Arizona a gagné, ça reste républicain. Et au fond, certaines personnes, notamment des femmes, allaient voter pour le référendum, protéger ce droit-là, mais votaient Trump. Parce que le droit est protégé. Ouais. Mon droit est protégé. Tu l'as envoyé à l'État, on le protège. Puis il y a eu des États très républicains qui ont voté finalement une protection. Bon, c'est pas toujours. Ça joue beaucoup sur les chiffres là, aux États-Unis, sur le nombre de semaines, etc. Mais il y a des protections plus grandes dans certains États qui s'attendaient qu'il y ait, mais ça ne s'est pas répertorié dans le vote de Kamala Harris, qui était la porteuse de ce message-là. Ça, c'est quand même complètement ironique. Là. Ça veut dire qu'à la limite, il n'aurait presque pas dû faire ça, attendre la prochaine, mais tu veux le protéger. Oui, parce que les gens auraient voté Kamala pour ça, justement. Exact. Et là, c'était pas ça. Fait que si tu enlèves cette carte-là, finalement, c'est beaucoup plus facile à dire maintenant. On est après la campagne. Dans la campagne, je pense que les gens voulaient faire sortir le vote. Ils pensaient que c'était un vecteur de vote. Ça en a été un. Mais tu te dis, OK, mais si tu enlèves à Kamala Harris cet élément-là, sur l'économie, veut pas être lié à l'administration, puis les pubs fonctionnent. Je veux dire, la pub, ça marche, là, des deux bords, veut pas, mais moi, les républicains me parlaient beaucoup de la ligne que Trump leur donnait. Étiez-vous mieux il y a 4 ans, financièrement, qu'aujourd'hui? Tout le monde disait oui, il y avait moins d'inflation. T'es comme, oui, mais plein d'affaires. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais si tu fais du A à Z tout de suite, effectivement, c'est des emplois plus précaires, surtout dans ces milieux-là, des emplois moins bien qualifiés dans des zones semi-industrielles ou sorties des villes. Fait que si tu perds cette grande opportunité-là d'emploi qui t'a donné un job dès que tu avais 19 ans, stable, avec un relatif bon salaire qui te permet d'acheter ta maison à l'américaine, machin, parce que c'est aussi ça, là. Je pense qu'il y a une promesse dans le rêve américain qui est un peu brisée, là, parce que je suis pas certain que c'est possible encore pour tout le monde vraiment d'avoir accès à ça. Puis là, je parle même pas juste des trucs générationnels. Là. Je pense que un travailleur comme ça, d'usine, mettons métallurgique de Pennsylvanie, peut pas avoir exactement le même type de maison que ses grands-parents là, qui avaient l'espèce de manoir à la Home Alone. Là. Avec, ou une maison en banlieue avec un salaire, puis non, ça arrive plus jamais. Là, ouais. C'est ça. Fait il y a quelque chose dans la promesse américaine puis il faudra voir ce que Trump va en faire, parce qu'au fond, sa réponse à ça, c'est de dire vous devriez encore avoir la même promesse que moi, à la limite, j'ai eu, que nos grands-parents ont eu. Ça devrait être encore ça. Quand il dit Make America Great Again, je pense qu'au-delà de tous les dérapages que ça vient, puis en même temps, c'était pas great pour bien du monde, là. Ça, c'est l'autre élément. Là. Il y a ça. Une réponse, ça va être comme c'était. Au moins, cette promesse-là va être accessible. Là. Il y aura une progression, une courbe de progression potentielle. Du côté démocrate, je ne suis pas sûr que c'était clair. C'est quoi la promesse? Je pense que la promesse était sur la liberté, la protection individuelle, sur toi comme personne, tu as la capacité, l'opportunité d'être qui tu veux, comment tu le veux. Mais après ça, si tu n'arrives pas à la fin du mois, là, c'est pas clair. C'est plus la priorité. Ouais, c'est parce que la proposition n'est pas claire. Elle existe. Elle est probablement meilleure que les propositions républicaines dans certains cas. L'économie allait mieux. L'inflation était en pente descendante. Barack Obama est sorti en disant ouais, moi, j'ai hérité d'un truc qui ne marchait pas. On l'a réglé. Trump est arrivé. Il a brisé un peu tout ça. Il y a une pandémie quand même. Là. On a un petit peu oublié ça, je pense. La pandémie ne veut pas. C'est ça qui fait notamment monter les prix de l'inflation. Il y a plein de raisons. Il y a des compagnies qui en ont profité au travers de ça 100%. Puis d'ailleurs, ça, c'est super intéressant parce que Bernie Sanders et Donald Trump sont d'accord.
en ce moment sur des points, puis Bernie Sanders est prêt à voter avec une partie de l'aile progressiste démocrate sur des propositions républicaines de la frange la plus extrême, de se dire, il y a des compagnies qui vous volent. Il y a un deep state quelconque qui vous vole. Mais qui est un deep state privé Qui est un deep state privé, qui est dans le fond, par exemple, les supermarchés, qu'on entend beaucoup parler au Canada, qui ont augmenté les prix, mais qui n'ont pas coupé leur marge. Puis ben, là, des fois, le cercle, il se permet un passage d'un côté à l'autre. Là. Ça existe ailleurs. Hein? France, quand vous regardez des fois les propositions économiques du Rassemblement national avec celui de la France insoumise, puis c'est les mêmes électorats. C'est d'ailleurs les anciens endroits où il y avait, je pense, au Nord minier, secteur de Lens, où moi je suis allé en 2017 puis 2020. C'est ça. Là. Il y a eu un temps où c'était très à gauche. Puis là, c'est complètement l'inverse, mais la proposition est la même. Ou presque. Après, c'est sur comment tu l'englobes et comment tu c'est le discours qui change complètement. Mais c'est ça, ils ont choisi de regarder ces travailleurs-là. Puis ça, il faudra voir comment les démocrates vont répondre à ça. Parce que en ce moment, ils se font attacher l'image de justement, ils sont déconnectés, ils sont dans les grandes villes, des grandes villes qui ne comprennent pas les milieux ruraux, même les banlieues, qui ont une vision très précise. Et puis là, on peut rajouter là-dedans. Puis je pense qu'il y a quand même une partie de vérité là-dedans. Pas sûr qu'un New-Yorkais est allé très souvent au-delà du Connecticut. Est allé vivre une semaine... il y a des vraies déconnexions dans la au Tennessee. Là, je pense qu'ils ne se connaissent pas tant que ça, au même titre que... plusieurs Montréalais sont peu sortis de l'île et ne sont pas allés voir, vice-versa. Ça, c'est du rapport après ça de grandes villes, petites villes, des pays qui sont en plus immenses comme Canada, États-Unis. Il y a aussi une espèce de guerre d'incompréhension de comme... Les gens sont comme ça. En Alberta, ils sont comme ça. T'es comme, OK, mais on n'est pas allé non plus. Peut-être qu'un Albertain du travailleur pétrolier est plus proche d'un travailleur minier de Val-d'Or qu'on pense, parce que c'est le même type de mono-industrie, puis que finalement, que tu sois à Vancouver, à Toronto, Montréal, à Halifax, tout le monde s'entend à peu près de la même manière parce qu'il y a une vie urbaine de 15 minutes que tu essaies de machin. Ça aussi, je pense qu'on le met de côté vite des fois, mais ça existe ici aussi. Merci beaucoup, Xavier. Plaisir. Merci, Raton. C'était super. Ben oui, c'est ça. Ça fait bizarre que tu m'appelles Xavier quand même. Mais je le prends. C'est très rare. Ça fait très formel quand je t'appelle Xavier. Merci pour ton temps. Nous, on va parler de toi un peu en intro, mais y a-tu des trucs que tu voudrais plugger avant qu'on se quitte? Des choses, des projets à toi ou des choses que tu voudrais nommer aux auditeurs? Ben déjà, pour ceux qui veulent suivre les chroniques internationales, c'est les mardis, jeudis, le 15-18 au 95.1 FM, donc ici première à Montréal. Les mardis, par contre, s'il y a des gens qui sont de la région d'Ottawa-Gatineau, je suis aussi là, et dans le Bas-Saint-Laurent, les mardis, et des chroniques dans l'actualité, une fois ou 2 semaines en ce moment, peut-être plus, des reportages à venir. Les réseaux sociaux, mon Instagram, mon TikTok, c'est mon prénom, Xavier, la lettre S pour mon deuxième nom de famille, et Fournier, tout collé ensemble. Et il y aura plein de projets de reportage en 2025. Il faudra voir qui en voudra, comment je pourrais les faire et combien de temps. Surtout, je pourrais y aller, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de passer le plus de temps. Et peut-être projet de livre là, sur les États-Unis, on verra, mais cool. Ça va prendre un certain temps, je pense, à produire. Ce concept-là de promesse américaine m'intéresse beaucoup. Avec ce que j'ai vu. Ça prendra peut-être un autre déplacement, mais pour le moment, c'est ça que j'aurais tendance à vous dire. Super intéressant. Merci beaucoup. Plaisir. Bon, ben, nos excuses à Eros et compagnie. On a oublié de dire dildo à mon cousin. Et surtout, on a oublié de lui offrir un dildo. Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même en ouvrir un, puis on lui enverra par la poste. On lui donnera à Noël. C'est ce que j'allais dire. OK, parfait. Dans les échanges familiaux de cadeaux, on va lui donner ce qui s'en vient. Génial. Je peux l'ouvrir. OK. Mais ça c'est une petite boîte. Je suis très curieux. Ouais, ben... C'est un homme bien humble, ton cousin. J'ai pas envie d'y donner quelque chose d'hyper phallique. Oh, papa! Oh, papa! La magie du point G. Crème sensibilisante, point G. By Intimité. 100% naturel. Avec une belle infirmière. Oh! Oh ouais, hein, oui, il y a une infirmière sur le cover. La magie, Eros et compagnie est enchantée de vous dévoiler la fascinante expérience du Docteur.G. Docteur E.
Cette expérience sublime élève les sensations au niveau du point G, offrant une fusion Et unique. docteur en quoi? Es-tu gynécologue? C'est quoi sa spécialité, docteur Point G? Oui, je pense qu'elle est gynécologue. Offrant une fusion unique de chaleur et de fraîcheur. La magie du point G vise l'apogée du plaisir et une satisfaction raffinée, vous invitant à une exploration sensorielle inédite. Profitez de cette découverte exaltante. C'est dommage qu'il n'ait pas de point G, mais Ben, je pense qu'il connaît des gens qui ont des points G. good for him! Ce sera utilisé à bon escient. Merci beaucoup.